Ah, ah oui, je مشكل. Ah, d'accord, يلا تسنى. Chers collègues, chers amis, bonsoir. Donc, je tiens à remercier l'ASMR pour ces webinaires post-EULAR 2020. Et je tiens aussi à remercier le laboratoire Janssen. Je souhaite la bienvenue à certains médecins généralistes qui sont avec nous, aussi des médecins d'autres spécialités et nos confrères maghrébins. Donc, j'ai la chance d'animer ce deuxième webinaire euh, où nous allons couvrir les points forts de la SPA, et j'imagine que c'est la SPA axiale, puisque un autre webinaire va être animé la semaine prochaine, où ça sera l'arthrite psoriasique euh, qui va être animé. Et ceci grâce à deux conférences animées par mes amis, professeur Rachid Bahiri et professeur Imen Bouchi, où ils vont parler des points forts concernant la prise en charge de la spondylarthrite, surtout axiale. Donc, le programme commencera par la première présentation animée par professeur Bouchi, suivie des questions que je vous invite à les poser par chat. Et puis, le professeur Bahiri abordera, bien sûr, une deuxième partie où il va nous choisir les points forts que lui a trouvé intéressant à nous transmettre. Donc, avant de céder la parole à professeur Bouchi, j'ai fait quand même une petite revue de ce congrès. Et donc, il y a aucun essai thérapeutique dans ce congrès, n'a été présenté, essentiellement les nouvelles molécules. Mais il y avait beaucoup de travaux qui se sont intéressés essentiellement aux manifestations extra-articulaires de la spondylarthrite, notamment les uvéites. Certains travaux qui se sont intéressés essentiellement au maintien thérapeutique, au espacement thérapeutique, et aussi une étude très intéressante qui essentiellement s'est intéressée au concept de treat target concernant la spondylarthrite, essentiellement l'étude de TICOSPA. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à mon ami Iman pour présenter la première conférence pour ce webinaire. À toi la parole, Iman.
faut désactiver le mode privé. Alors, c'est toujours en mode privé. C'est bon, vous arrivez à m'entendre maintenant? À la bonne heure. Il y a eu un petit problème sur le mode privé qui a été régulièrement déclenché. C'est ce qui a entraîné ces petits soucis. Donc, on y arrive quand même avec un peu de retard. Donc voilà, donc je vais sans plus tarder démarrer ma présentation. Donc très rapidement, quand vous allez sur le site de l'ELAR et vous tapez spondyloarthritis, vous avez 213 occurrences. 213 occurrences, tout matériel confondu, c'est-à-dire communication orale, poster, mise au point, etc. Donc, moi et professeur Bouchti, on a fait des choix un peu subjectifs, sachant qu'on a privilégié les travaux qui nous semblaient un peu les plus importants. Donc, on va procéder de la manière suivante. Je vais présenter 7 ou 8 travaux en une ou deux slides très rapidement. Et à la fin, il y aura une petite partie où j'aurai un peu plus je l'ai intitulé en bref ou flash info pour juste montrer certains travaux de manière beaucoup plus rapide. Voilà, donc pour commencer, premier travail, vous connaissez tous l'importance de l'axe TH17 et interleukine 23 dans la physiopathologie de la spondyloarthrite. Alors, il y a eu un travail au cours de cet ELAR sur un nouvel axe, qui est l'axe des interleukines 3 et 14, et leur relation éventuelle avec la spondyloarthrite. Et ça a été sujet de deux présentations. D'abord, une présentation en pathologie, je vous la livre tout de suite. Et cette présentation en pathologie, en fait, elle reporte une série dermatologique. Cette série, elle est en fait c'est un produit qu'on ne connaît pas beaucoup en dermato, c'est le dupilumab, qui est un anticorps monoclonal anti-interleukine 4 et 13 qui est utilisé par les dermatologues. C'est un produit non encore commercialisé au Maroc, mais il est utilisé dans les dermatites atopiques. Il a également une AMM européenne dans l'asthme sévère. Et en fait, un service dermatologie anglais qui a une grosse série de ces malades a vu certains malades développer des manifestations rhumatologiques. Et donc, le but de type spondyloarthrite périphérique, et le but de cette communication, c'est de présenter cette série. En fait, ce sont 12 patients sur au total 200 patients qui ont été traités par cette molécule pour des dermatites atopiques avec des taux d'IgE très importants. Tous ces patients ont été améliorés de manière spectaculaire du point de vue dermatologique, mais ils ont développé des manifestations rhumatologiques en moyenne 8 semaines après l'initiation du traitement. En majorité, ces patients ont fait des arthralgies inflammatoires. Sadia, s'il te plaît, est-ce que tu peux éteindre ton micro? D'accord, Et Rachid. des onthésites, et des onthésites. Il y a même des patients qui, dans le lot, ont fait des rachialgies inflammatoires, mais avec des IRM normales. Et vous voyez sur ces tableaux les résultats de l'imagerie. Donc, je passe rapidement pour vous dire qu'il y avait des enthésites inflammatoires, des synovites, et qu'en gros, ça faisait spondyloarthrite périphérique. Et donc, une équipe anglaise a essayé de voir un peu l'expression enthésique, justement, de l'interleukine 3, de l'interleukine 4 et 13. Ce sont des interleukines qui sont liées à la défense antiparasitaire et maladies atopiques, donc ce n'est pas vraiment des interleukines sur lesquelles on travaille beaucoup en rhumato. Et cette molécule, c'est-à-dire le dupilumab, est un inhibiteur des anti-interleukines, est un anti-interleukine 4 et 13 via leur récepteur commun qui est l'interleukine 4R-alpha. Et donc, comme je le disais, il est indiqué dans la dermatite atopique et l'asthme sévère. Donc voilà un peu le récepteur de ces deux interleukines et c'est la cible de cette molécule. Et donc ce qu'ont fait ces auteurs, c'est ils ont designé une expérience pour un peu élucider le rôle potentiel de l'interleukine 4
Ils ont fait des prélèvements antésiques sur des patients qui ont eu de la chirurgie vertébrale et ils ont procédé ils ont techniqué les fibroblastes antésiques TNF-alpha interleukine 17 en les stimulant par l'injection de l'adjonction de lipopolysaccharides avec ou sans interleukine 4 ou 13. Donc, à chaque fois qu'ils stimulaient ces fibroblastes pour produire de l'interleukine 23, ils ajoutaient soit de l'interleukine 4 ou de l'interleukine 13, et ils ont observé qu'en ajoutant de l'interleukine 4, ça diminuait la production d'interleukine 23. Donc, ça veut dire qu'en gros, ce sont des molécules, ce sont des interleukines éventuellement impliquées dans l'anthésite et qu'on a découvert de manière fortuite au décours de l'utilisation d'un traitement biologique en dermatologie. Alors, deuxième question, y a-t-il un changement de prévalence de la spondyloarthrite ces dernières années? Et on va voir cela à travers l'exemple des assurances maladie nationales aux États-Unis. Et donc, en fait, ce sont deux bases de données d'assurance américaines, Medicare et MarketScan. Vous voyez sur le tableau que les patients sont différents. Sur Medicare, c'est plutôt des patients âgés, 5 ans en moyenne, avec une prédominance féminine, comme c'est un peu souvent le cas plutôt dans les formes de spondyloarthrite tardive et de formes non radiographiques. Par contre, pour MarketScan, c'est plutôt des spondyloarthrites entre guillemets banales. Donc, c'est une étude de cohorte de patients chez lesquels le diagnostic de spondyloarthrite a été retenu dans ces assurances de 2006 jusqu'à 2014. Et on a essayé de voir s'il y avait une augmentation de prévalence, de l'incidence, de la prévalence annuelle, des spondyloarthrites. Et vous voyez sur ces graphiques que au fil des années, il y a une petite augmentation des chiffres de prévalence de la spondyloarthrite. Et les auteurs concluent en disant que finalement, peut-être c'est juste une probable augmentation factice en rapport avec plus de campagnes de sensibilisation du public vis-à-vis des rhumatismes inflammatoires chroniques et de la spondyloarthrite, d'une part, et d'autre part aussi que sur les 20 dernières années, le diagnostic de spondyloarthrite a été amélioré par les critères ASAS, mais aussi par le fait qu'on ait inclus les spondyloarthrites non radiographiques, ce qui fait que le contingent global des spondyloarthrites a dû être plus élevé et il y a eu plus de diagnostics. Alors, troisième question, c'est le profil des spondyloarthrites à début tardif. Pour ma part, ça a été mon premier travail en tant que résident en rhumatologie. Et quand j'ai vu le travail, il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport aux idées d'il y a 20 ans. Et vous savez que les critères ASAS, spondyloarthrite, c'est au-delà de 40, c'est en deçà de 45 ans. Et là, ce sont des Irlandais qui ont pris le registre des spondyloarthrites, le registre national qui s'appelle ASRI, et ils ont essayé de voir le profil des spondyloarthrites qui démarraient au-delà de 45 ans. Vous savez que dans la littérature mondiale, 45 ans à 50 ans est la barre pour retenir une spondyloarthrite à début tardif et qu'il ne faut pas bien sûr confondre spondyloarthrite à révélation tardive chez des patients à 50 ans chez lesquels on trouve une colonne de bambou qui a 10 ans ou 15 ans, et chez les authentiques patients qui démarrent une spondyloarthrite à partir de 45 ans. Donc, brièvement, alors vous voyez sur ce graphique que le BASFI est plus élevé. Alors, plus dans le détail, regardez sur ce tableau. Donc, ce que vous voyez en gros, c'est que les formes à début tardif ont moins de HLA-B27. Donc ici, vous avez les pourcentages. Donc vous avez 76% pour les late onset, pour 90% des spondyloarthrites banales. Ils ont plus de détérioration de fonction, donc un BASFI plus élevé. Ça peut aussi être en rapport notamment avec une perte de fonction avec l'âge.
et ils ont été mis beaucoup moins sous biologique. Donc, conclusion des auteurs, donc en gros, sur le registre irlandais, les spondyloarthrites tardives représentent quelque chose comme 6% des spondyloarthrites. Elles ont pratiquement la même présentation que les spondyloarthrites banales, mais elles ont moins de HLA-B27, une fonction plus détériorée, et elles ont moins tendance à être mises sous biologique par les rhumatologues. Et paradoxalement, ils prennent peut-être un peu plus d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, l'utilisation, ça c'est un travail qui est très intéressant puisque c'est une équipe espagnole de Catalogne qui a essayé de voir si le fait d'utiliser de manière cumulative dans la vie des antibiotiques va conférer un risque augmenté de faire une spondyloarthrite. Vous connaissez bien sûr le background. Le background, il est simple, c'est-à-dire que cette antibiothérapie itérative va dérégler le microbiote et entraîner une dysbiose qui pourrait être à l'origine du déclenchement de la spondyloarthrite. Vous connaissez bien sûr le rôle du microbiote de plus en plus discuté dans les maladies inflammatoires et dans la spondyloarthrite. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de recouper des données. Vous voyez que ça couvre quelque chose comme 80% de la population, 80% de la population en Catalogne. Et ils ont essayé de voir dans cette population l'utilisation d'antibiotiques, est-ce qu'elle augmentait le risque de faire une spondyloarthrite? Et ils se sont limités à l'étude de 10 antibiotiques et ils ont pris bien sûr dans cette grande population les gens qui ont fait une spondyloarthrite, est-ce qu'ils ont antibiotiques avant et une population contrôle. Donc, vous voyez ici que par rapport à 4400 patients qui ont une spondyloarthrite, qui ont développé une spondyloarthrite, et 22 000 contrôles, alors je voudrais juste rappeler que c'est prendre un antibiotique 2 ans qui ont précédé l'apparition de la spondyloarthrite. Ils ont observé que les patients qui ont développé une spondyloarthrite développaient beaucoup plus de spondyloarthrite de manière significative par rapport à la population contrôle. Et donc, ils associent quand même, ils concluent à l'association entre prise itérative d'antibiotiques et l'apparition de spondyloarthrite sans démontrer un lien ou une réponse en rapport avec la dose cumulée d'antibiotiques et sans conclure de manière formelle à, la causalité des antibiotiques. Et les deux antibiotiques, c'était les macrolides et les bêta-lactamines. Doit-on toujours screener l'insuffisance aortique dans la spondyloarthrite? Alors ça, c'est un travail intéressant. Au passage, je voudrais dire qu'il y a au moins 2 ou 3 communications orales et mises au point sur le risque cardiovasculaire dans la spondyloarthrite et qui se sont basées entre autres sur notamment cette étude. Donc le but de cette étude est d'étudier la prévalence de certaines anomalies cardiaques qu'on connaît, c'est-à-dire l'insuffisance aortique. Donc, c'est au sein d'une cohorte de spondyloarthrite en comparaison avec une cohorte d'arthrose. Donc, c'est une étude transversale qui a été faite chez des patients entre 50 et 75 ans, donc chez lesquels on a fait des échocœurs systématiques par un cardiologue expert avec étude de plusieurs paramètres échocardiographiques et une évaluation clinique parallèle de la spondyloarthrite. Il y a eu 193 patients qui ont été inclus, spondyloarthrite et 70 contrôles. Grossièrement, les fonctions diastoliques et systoliques étaient normales. Vous voyez les résultats en termes d'activité de la spondyloarthrite. Donc, sur ce tableau, vous voyez ici que l'insuffisance aortique, donc ça c'est le pourcentage. Vous avez en gros 22% des spondyloarthrites qui avaient une insuffisance aortique et 10% seulement dans l'arthrose, et que c'était essentiellement des insuffisances aortiques modérées, beaucoup moins de sévères.
Donc, la conclusion des auteurs, c'est qu'ils démontrent sur cette étude échocardiographique que nos patients spondylarthrite vers 60 ans, ils ont 3 fois plus de risque de faire une insuffisance aortique, qui est le plus souvent modérée. Et ils proposent quand même, pourquoi pas, de faire un screening à partir d'un certain âge d'écho-cœur à la recherche systématique de cette anomalie. Alors, quelle est l'efficacité du Sécu sur les uvéites de la spondyloarthrite et quelle comparaison par rapport aux différents anti-TNF-alpha? Donc, c'est une question très intéressante parce que vous savez que maintenant, on est en train de développer des molécules anti-interleukine 17 dans la spondyloarthrite et on commence à avoir un peu le profil d'efficacité de ces molécules. On sait que ça fait tout aussi bien que les anti-TNF dans le contrôle de l'inflammation axiale. On sait que c'est très largement subcutané. On sait que ça ne marche pas sur les Mickey, mais on n'a pas de données sur les uvéites. Et donc, le but de ce travail, justement, c'était de voir si les anti-interleukine 17 marchaient sur les uvéites ou pas. Donc, les auteurs ont essayé sur un registre suédois, donc, de voir un peu. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont matché des données nationales du registre suédois de la spondylarthrite avec un registre des uvéites antérieures. Et ils ont pris comme molécule référence l'adalimumab, qui est celui qui marche un peu le mieux sur les uvéites. Donc, ils ont retenu quelque chose comme 2684 patients et 3200 initiations de biologique. Au passage, ils observaient que le Sécu reste très nettement moins utilisé en première intention en Suède par rapport aux anti-TNF. Et ici, sur ce tableau, vous voyez les risques. Donc, alors, tout traitement confondu, en excluant les patients qui ont fait une uvéite dans l'année précédant le traitement et en excluant les patients chez lesquels c'est le premier biologique. Donc, ils ont analysé 3 types de populations. Dans toutes les populations, grossièrement, les anticorps faisaient mieux. L'adalimumab et l'infliximab marchaient beaucoup mieux. Vous savez que l'anti-TNF qui marche le moins sur les uvéites, c'est l'étanercept. Et en gros, vous voyez ici que le Sécu fait quelque chose comme l'étanercept. Il fait beaucoup moins que les anticorps sur les uvéites. Et donc, les auteurs concluent en disant que finalement, sur la période où les patients étaient traités par Sécu, ils ont plus développé d'uvéites que les patients traités par anticorps et que l'efficacité sur les uvéites serait à peu près comparable à celle de l'étanercept. Alors, quels sont les facteurs associés à la rémission sans traitement à 5 ans dans la spondyloarthrite? Donc, on a finalement très peu de données concernant les rémissions dans la spondyloarthrite ainsi que les facteurs prédictifs de la rémission. Et donc, le but de cette étude, en fait, c'est une analyse des patients de la cohorte désir et c'est d'estimer la fréquence des patients en rémission à 5 ans sans traitement. La rémission, elle est définie sur des critères ASDAS et les patients ne doivent pas être sous traitement. Donc, 708 patients ont été inclus initialement dans la cohorte désir et 419 ont été revus à 5 ans. Et les facteurs prédictifs d'une rémission à 5 ans étaient une activité plus basse à J0 sur le BASDAI et l'ASDAS, une durée des symptômes inférieure à la démission, c'est-à-dire les patients qui initialement ont été admis, moins ils avaient de temps d'évolution, plus ils avaient de rémission à 5 ans, moins d'atteinte périphérique. Et donc, quand ils font une analyse multivariée, ce qui ressort, c'est l'ASDAS, la durée inférieure de CRP, et on remarquera que c'est des patients qui n'ont pas eu beaucoup d'anti-TNF, c'est-à-dire les patients qui, paradoxalement, à 5 ans sont arrivés en rémission, sont les patients qui, entre parenthèses, ont été les moins traités,
Ça veut dire que ce n'est pas vraiment les traitements qui ont entraîné la rémission, d'une part, et d'autre part, l'IRM initial et les données biologiques initiales ne sont pas réellement des facteurs prédictifs sur la cohorte désir. Alors, est-ce que la réponse au biologique est la même dans la spondyloarthrite axiale banale et dans l'atteinte axiale du rhumatisme psoriasique? C'est une question qu'on se pose tous les jours. Et vous savez que maintenant, il y a vraiment toujours une petite querelle nosologique concernant le concept d'atteinte axiale du rhumatisme psoriasique. Alors, est-ce que c'est une spondylarthrite axiale avec un psoriasis ou bien c'est un rhumatisme psoriasique axial? Bon, vous avez des pour et des contre. Alors, ce qu'ont essayé de faire ces auteurs, c'est de voir sur une étude observationnelle, sur une cohorte prospective de 350 patients SPA axial confondu et rhumatisme avec atteinte axiale confondue. Ils ont essayé de voir la réponse clinique à un an sous biologique qui était similaire dans les deux groupes. Donc voilà ce tableau. Je pense que la plupart des rhumatos trouveront que les résultats sont assez logiques, puisque vous voyez ici que les atteintes axiales du rhumatisme pso, les rhumatismes pso avaient moins de HLA-B27 positif, ça on le sait, que les classiques formes mixtes, c'est-à-dire atteintes périphériques et axiales, on en a beaucoup plus dans le rhumatisme psoriasique, qu'il y a moins de de sacroïdites radiographiques dans le rhumatisme pso, et qu'il y a bien sûr plus de psoriasis dans le rhumatisme psoriasique. Ça, concernant les réponses au traitement biologique à un an, c'est exactement la même chose, et les auteurs concluent à des réponses similaires au biologique à un an entre la spondyloarthrite axiale et le rhumatisme psoriasique. Alors, ça, c'est une étude qui a été très discutée, c'est l'étude Prévaste. C'est une étude, en fait, qui essayait de voir sur des spondyloarthrites non radiographiques récentes, est-ce qu'il y a un intérêt à traiter par des biologiques des spondyloarthrites qui démarrent. Et donc, l'objectif, en fait, c'est d'évaluer l'efficacité à 16 semaines d'un traitement anti-TNF sur le critère ASAS 20 dans les spondyloarthrites non radiographiques précoces. Donc, c'est un essai randomisé contrôlé hollandais, étanercept contre placebo, et c'est de la période 2009 à 2014. Et donc, pour voir un peu, est-ce que l'étanercept dans la spondyloarthrite non radiographique récente faisait mieux que le placebo. Donc, voilà un peu le groupe des patients. Donc, c'est le groupe étanercept et le groupe placebo. Donc, vous voyez que l'âge, la prévalence du HLA-B27, l'activité, tout est pratiquement similaire. Et il y a une petite supériorité numérique de l'étanercept sur l'ASAS 20, mais elle n'est pas significative. Donc, il ne démontre pas sur cet essai que le biologique est plus efficace qu'un placebo sur l'ASAS 20. Il conclut en disant que peut-être il y avait un manque de puissance, qu'il n'y avait pas beaucoup de patients, mais il conclut quand même en disant qu'il n'y a pas de preuve pour l'instant qu'il faut traiter des lombalgiques inflammatoires et des spondyloarthrites non radiographiques de manière très précoce. Mais il considère qu'il faut bien sûr toujours les monitorer parce que c'est des patients qui risquent d'évoluer bien sûr vers une spondyloarthrite, une vraie spondyloarthrite radiographique. Donc pour l'instant, les résultats de l'étude Prévaste, c'est qu'il ne faut pas administrer de manière automatique un biologique chez une spondyloarthrite non radiographique à titre préventif de l'activité ou d'une éventuelle atteinte structurelle. Donc je pense que j'ai presque terminé. Et il me reste la partie que j'ai intitulée En bref. Alors pourquoi en bref? Parce que c'est juste
des petites infos. Donc, je ne suis pas rentré dans... je ne vais pas vous donner de vrais euh, résumés des travaux, mais c'est des travaux qui m'ont paru intéressants. Je vous les livre. Alors, premier travail anglais, en fait, il démontrait en Angleterre que du temps de la distanciation sociale, qui est un peu d'actualité, que les patients qui vivent de manière isolée, ils ont démontré qu'ils font des SPA plus sévères. Donc, on connaît tous un peu les facteurs de risque de faire une SPA plus sévère, les facteurs pronostiques. Le fait de vivre seul est un facteur de mauvais pronostic. Deuxième travail, c'est la cohorte GESPIC allemande, qui est l'une des grandes cohortes des spondyloarthrites. Et c'est les résultats à 10 ans. Et donc, le petit graphique que vous voyez en bas, c'est les résultats de comparaison à 10 ans des scores d'activité entre les formes radiographiques et non radiographiques. À 10 ans, c'est la même chose. À 10 ans, il n'y a pas eu de différence sur la cohorte GESPIC en termes d'activité inflammatoire sur les formes radiographiques et non radiographiques. Alors, ça, c'est un travail, le travail d'en haut, c'est un travail chinois. Alors, j'ai vu que certaines équipes chinoises maintenaient leurs patients qui ont des spondyloarthrites axiales sous métaux et salazopyrine. Et c'est une étude observationnelle longitudinale qui reprend des datas de 18 ans sur des services chinois où il démontre que par rapport à des patients où il démontre que par rapport à des patients qui n'ont pas été mis sous métaux ou salazopyrine, les traitements, les CDMARS, les traitements conventionnels classiques de fond ne préviennent absolument pas l'atteinte axiale, mais ça, c'est des choses qu'on savait avant. En dessous, il y a une équipe turque qui propose toujours du pamidronate dans les situations où il y a des contre-indications au biologique. Bon, pour les rhumatos qui ont un peu de recul, vous savez que avant l'avènement des biologiques, le pamidronate et les bisphosphonates étaient une molécule alternative qu'on donnait dans des SPA sévères. En fait, sur une série turque ouverte d'une quinzaine de malades, il montre des résultats plus ou moins intéressants en disant, ouais, si vous avez des malades chez lesquels vous ne pouvez pas prescrire des biologiques, le pamidronate pourrait toujours marcher. Je pense à nos patients RAMED et je pense à une certaine catégorie de nos malades. Autre étude intéressante, une étude, c'est l'analyse à 10 ans de l'étude Esther. Alors l'étude Esther, c'est l'étude qui a essayé de voir un peu étanercept versus salazopyrine dans les formes précoces de spondyloarthrite et qui démontrait que la salazopyrine n'avait pas d'effet. Donc, ce qu'ils ont essayé de voir, c'est de voir sur les 10 ans, les patients ont fait en moyenne combien de poussées de la maladie. Vous savez tous, bien sûr, que la SPA, elle évolue par poussée rémission. Donc, ce qu'ils ont essayé, c'est un peu de compter le nombre de poussées qu'ont fait ces patients. Et c'est un travail qui était vraiment intéressant. Alors, en haut, c'est un travail sur la cohorte GESPIC allemande. C'est des choses en fait qu'on ne savait pas trop intuitivement. Il démontre en fait que les spondyloarthrites axiales, plus ils font des manifestations périphériques, moins ils ont d'évolution structurale axiale. Là, c'est ce qu'il démontre. Il montre sur leur score MSAS que les patients qui ont fait des manifestations périphériques, que ce soit arthrite ou anthésique, ont fait moins d'évolution. On parle bien sûr de forme axiale. Donc, ça veut dire que nos patients qui font des anthésites ou des arthrites feraient peut-être moins d'évolution axiale. Alors, je crois que c'est ma dernière slide. Ça, c'est l'étude Cobra que vous connaissez, bien sûr, dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors, c'est des auteurs qui ont fait un Cobra modifié sur des spondyloarthrites. Ils ont donné une corticothérapie orale
sur une période très prolongée, donc c'est 24 semaines, versus placebo sur des spondyloarthrites de moins de 5 ans. Et ils ont démontré qu'en fait, traiter ces patients, la dose moyenne de mémoire était de 11 mg avec une dose de charge qui pouvait aller jusqu'à 60 mg pour certains patients. Donc, ils ont dit que finalement, chez des sujets jeunes, traités par corticothérapie pendant 3 mois, 3 à 6 mois, pouvaient diminuer l'activité de la maladie. Le but n'est pas de vous dire de le faire, je suis en train de juste de vous euh, retransmettre en fait ce qui a été présenté dans le congrès EULAR. Bon, mettre de la corticothérapie dans la SPA est une notion qu'on a souvent discutée, mais en fait, ces auteurs ils démontraient qu'ils diminuent l'activité à 6 mois. Et enfin, je termine par une étude IRM de l'équipe de Maximovic. Alors, il y a eu beaucoup de travaux sur l'IRM des sacroiliaques et dans ce travail, Maximovic et ses collaborateurs ont essayé de valider un score de l'évaluation structurale des sacroiliaques. Vous savez que déjà dans l'évaluation de l'atteinte inflammatoire, c'est pas facile. Alors, il y a eu 3 ou 4 travaux de l'équipe de Maximovic sur l'atteinte des sacroiliaques. Je crois que j'ai perdu mes slides. En tout cas, c'était pour conclure sur ça, pour dire qu'il y a eu plusieurs travaux, mais je ne vous encourage pas pour l'instant à demander des IRM, des sacroiliaques avec votre cardiologue correspondant pour lui demander de voir s'il y a une évolution structurale. Ça reste quand même hyper spécialisé et c'est en train d'être validé. Voilà, j'ai terminé. Sadia, donc c'est bon. On est encore une fois désolé pour ces petits problèmes techniques indépendants de notre volonté, comme diraient certains. Je pense que, comme vous le savez, la période Covid est une période qui a incité tout le monde à faire des webinars, peut-être un peu trop de webinars. Il faut voir le côté positif. Le côté positif, c'est que, bon, par exemple, l'idée de faire des revues un peu, si l'idée vous plaît, avec l'ASMR, éventuellement faire ça de temps à autre. Le problème, c'est que il y a un problème de bande passante et souvent les réseaux sont surchargés. Donc c'est pour ça que les applications ont tendance à bugger. Donc nous, au sein de la SMR, on a pris cette application, on a pris un abonnement avec ClickMeeting. On est en train de réaliser que ça nous pose parfois des petits soucis techniques. Alors, normalement, je devrais donner la main à Sadia Janani, qui est la modératrice. Sinon, ce que je peux faire en attendant, c'est je vais voir s'il y a des petites questions et répondre en attendant. Alors, première question, je crois que c'est Noufi Savzak. J'ai pas bien compris. Le dupilumab, il entraîne une anthésite comme effet secondaire ou il agit sur les anthésites. Alors, ça veut dire que c'est pas du tout passé. En fait, j'ai présenté 2 travaux. Le premier où le dupilumab sur une série de dermatites atopiques entraînait comme effet indésirable des anthésites et des arthrites type spondyloarthrite périphérique. Donc, en fait, ce sont des complications du traitement. Ça, c'est le premier traitement. Donc, en gros, sur 200 malades, il y avait une douzaine qui ont fait ce type de complications. Le fait que ces complications ont été démontrées ont poussé une équipe à aller expérimentalement rechercher de l'interleukine 4 et 13 dans les anthèses. C'est le deuxième travail que j'ai présenté, qui est un travail anglais. Et ils ont pu démontrer qu'en prenant des fibroblastes anthésiques, en les mettant
et en techniquant ces cellules, en essayant de stimuler la production d'interleukine 23 par ces fibroblastes. Si on ajoute de l'interleukine 4, elle diminue la production d'interleukine 23. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner un anti-interleukine 4. Il faut donner de l'interleukine 4 pour diminuer l'anthésite. Voilà, donc, et en fait, en conclusion, ils disent que c'est probablement l'interleukine 4, parce que l'interleukine 13, quand ils ont ajouté l'interleukine 13, elle ne diminuait pas la production d'interleukine 23. Et ils disent, on va attendre les résultats d'un anti-interleukine 13 qui est sur le marché, qui est commercialisé. Bon, je n'ai pas vraiment retenu le nom, mais il est commercialisé dans l'asthme, il est utilisé. Ils vont voir si ceux qui sont sous anti-interleukine 13 vont aussi développer ou pas des anthésites. Rachid, tu m'entends? Je t'entends très bien. Rachid. D'accord, je C'est bon. continue ou bien d'accord, il Vas-y, y avait un vas-y, tu problème, prends la main. il n'y a Vas-y. pas de problème technique. Donc, je crois que tu as répondu à la première question concernant l'anthésite. Donc, il y a une autre question de Dr Zraq. Quel antibiotique? Il veut savoir quel antibiotique. Moi, je pense Apparemment, que vous avez. la durée n'est pas précisée. Et ils disent en fait que euh, avant de faire une SPA, prendre des antibiotiques dans les 2 ans qui ont précédé, augmenter le risque de faire une SPA par rapport à c'est quand même 80% de la région catalane. C'est une grosse population. Et les deux, ils ont analysé par rapport à 10 antibiotiques. Les 2 antibiotiques, ça a été, ils ont trouvé une corrélation, c'est les bêta-lactamines et les macrolides. Mais par contre, c'est corrélé à la durée et à la dose. Ils n'ont pas dit que bon, il y a un effet dose ou durée. C'est pas démontré. Donc, il y a Niaman qui dit quelle est la partie du hasard entre le prix d'antibiotiques et SPA. Donc, là, c'est juste. Donc, il y a une autre question, aussi toujours sur Ouais, les juste, antibiotiques. c'est-à-dire juste par Oui, rapport à ça, c'est ce qu'ils disent oui. aussi. Ils disent, on ne sait pas, c'est peut-être ça a perturbé le microbiote, mais ils ne donnent pas vraiment d'explication. Ils disent, voilà, il y a un lien, on le démontre, mais sans réelle explication. Il y a même concernant les microbiotes, il y a même, ils ont fait des études concernant les gens qui sont prédisposés à faire une SPA et même ils sont partis plus loin à faire leurs enfants. Il y a, si on perturbe le microbiote, leurs enfants, c'est-à-dire les enfants de SPA, risquent de développer une SPA. Donc on est parti loin dans ce microbiote-là. Exactement, exact. Oui, Bah, dans tous les rhumatismes inflammatoires chroniques de manière générale, et pas que dans le psoriasis, dans pas mal de maladies. d'accord. Il y a une question de Selma. Rachid, et que le rationnel des antibiotiques rejoint la possible origine infectieuse de SPA. Donc, je crois que Origine infectieuse, il rentre. je crois que ça rejoint la deuxième question qui est celle du docteur Razi, qui est quelle est la part de l'arthrite réactionnelle? En fait, est-ce que c'est corrélé aux infections ou à la prise d'antibiotiques? Il ne précise pas, sachant que prendre beaucoup d'antibiotiques revient à dire qu'on a peut-être fait un peu plus d'infections que le reste de la population. Mais c'est pas vraiment expliqué. J'ai vu la communication orale, c'est pas vraiment expliqué sur la communication orale. C'est vraiment une corrélation entre prise d'antibiotiques et apparition de spondyloarthrite. Et par contre, eux, ils partent plutôt sur la piste du microbiote. C'est-à-dire, ils ne disent pas, ce sont des patients qui se sont trop infectés. Donc, du fait qu'ils se sont trop infectés, ils ont pris des antibiotiques et c'est l'infection qui a été. Donc, c'est plutôt, pour eux, c'est plus les antibiotiques. Et je pense, Rachid, c'est surtout les antibiotiques qui modifient la flore intestinale et surtout par le biais de Probablement, microbiote. Par le biais de c'est microbiote ce et non qu'ils pas disent. par. Exactement, c'est ce Tu qu'ils me disent. rejoins? Tu me rejoins? Exactement, exact. Oui. Donc, il y a une question de Neyman. De toute façon, Razi rejoint la même question. C'est pas plutôt la sensibilité de l'examen qui augmente de manière artificielle la prévalence de la L'insuffisance aortique. spondylarthrite, Ah, pardon, l'insuffisance l'insuffisance aortique. aortique comme dans le rhumatisme articulaire aigu. Bah non, parce qu'il y avait un groupe contrôle, Redouane. Il y avait un groupe contrôle d'arthrose du même âge. Et le cardiologue, il était en aveugle quand il a fait l'écho-cœur avec les différents paramètres
Au passage, il n'y avait pas plus d'insuffisance mitrale. Par contre, il y avait 3 fois plus d'insuffisance aortique par rapport à un groupe contrôle. Donc, oui, oui, si c'était ouvert sans groupe contrôle, je serais d'accord avec toi. Ils ont démontré que c'est pratiquement 20% d'insuffisance aortique à 60 ans dans la spondyloarthrite et ils ont comparé par rapport à un groupe contrôle d'arthrose. Donc, il y a Selma qui pose la question, finalement, le Sécu donne un peu de véhite ou donne ou pas de véhite? Non, bah, en fait, le travail, c'était pas donner ou pas, c'était prévenir. Prévenir ou pas l'uvéite. Et en gros, bon, quand tu dis donne uvéite, ce sont les uvéites paradoxales. Et c'était pas vraiment le but de l'étude. Le but de l'étude, c'était on prend des patients qui ont déjà fait des uvéites, on démarre un biologique et on compare un peu au bout de 2 ou 3 ans les biologiques en termes de quelle est la molécule qui va prévenir les uvéites, c'est-à-dire les patients qui vont faire le moins d'uvéites. Ce sont les anticorps, adalimumab, infliximab, probablement Goli aussi, euh, qui, a, qui ont un caractère préventif. Rachid, tu es toujours là? Rachid, tu m'entends? C'est bon? Allô? Vous me voyez? Rachid, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. D'accord. Donc, il y a une question. Nous avons mis un Donc, patient c'est-à-dire, juste Ah, pour terminer, le sécu oui. fait presque comme l'étanercept, c'est-à-dire il Écou- fait beaucoup euh, moins que l'infliximab et l'adalimumab. Rachid, j'ai vu aussi cette étude. Il faut dire que pour les ophtalmologues, le seul qui a la même pour l'uvéite, c'est l'ADA. Et donc, Exact. voilà, c'est essentiellement l'adalimumab. Mais là, le sécu, c'est presque le même effet que l'étanercept. Ça veut dire qu'il fait, Exactement. voilà, qui fait moins que les anticorps monoclonaux. Et donc, il vaut mieux, quand il y a une uvéite, ne pas donner le sécu ni l'étanercept. Switcher On est vers d'accord. ADA ou infliximab. En fait, Donc, il y ça a une devient de plus en plus intéressant parce que finalement, quand on a une spondylarthrite, il faut tenir compte du psoriasis, de l'uvéite, de l'éventuel Mickey pour prescrire le biologique adéquat. Et le sécu, maintenant, bon, peut-être qu'on le saura encore plus. Si on a des uvéites, c'est pas le meilleur biologique. Et en plus, dans cette étude, Rachid, tu as remarqué que les véites, il reste rare. Hein. D'après cette étude, ce registre, les véites, c'est une complication qui reste rare des SPA. On avait Oui, l'impression que c'est. Oui, mais ils étaient traités. Ils étaient traités. C'est-à-dire, il fallait un groupe contrôle non traité par biologique pour voir ce que ça donne. Donc, en fait, ils étaient traités. C'est pour ça qu'ils faisaient beaucoup moins d'uvéites. d'accord. Donc, il y a une question de Hanan Kane. Nous avons mis un patient SPA axial et périphérique stable uvéite sous sécu à cause d'inefficacité d'ADA et infleximable. En pratique, nous n'avons pas d'autre choix. Que feriez-vous pour une situation pareille? Bah, que veux-tu que je te dise, ça dépendra du pronostic ophtalmo avec les ophtalmos. Si c'est vraiment le problème ophtalmo qui est au premier plan, peut-être tenter le Goli pour faire plaisir à Jensen qui nous sponsorise, parce que le sécu semble ne pas être la meilleure molécule pour l'uvite. Mais après, ça dépend aussi, est-ce que la spondylarthrite est vraiment active? Donc après, ça dépend de la cible qu'on veut. Si on veut éteindre la spondylarthrite, le sécu est adapté parce que finalement, tenter 2 anticorps, un troisième anticorps, on sait qu'il ne marchera pas beaucoup sur le BASDA et l'ASDA-CRP. Mais par contre, pour l'uvite, le sécu n'est pas. Donc, s'il y a un pronostic oculaire qui est vraiment au premier plan, il faut voir avec les ophtalmos et voir autre chose, corticothérapie, etc. Parce que je n'ai pas l'impression que le sécu est la meilleure molécule. Mais de toute façon, on ne perd rien là, à l'essayer. Je pense aussi, je peux ajouter un petit commentaire. Pour les UVI, ça dépend. Si c'est antérieur, pour les ophtalmos, c'est un traitement local. Il ne donne pas de traitement général, sauf s'il fait 3 épisodes par an.
Si c'est une uveiite intermédiaire ou postérieure, là, il opte pour une corticothérapie courte durée pour traiter l'inflammation et vous pouvez donner comme un traitement de fond soit l'Immurel, soit méthotrexate. Ils sont validés chez les ophtalmologues pour traiter l'uvéite. Donc, si on peut pas donner un agent biologique. S'il fait des uvéites qui sont intermédiaires ou postérieures, vous pouvez maîtriser l'inflammation de l'œil par soit Immurel, soit méthotrexate. Ça a été prouvé efficace dans cette complication et donc traiter le rhumatisme à part, c'est-à-dire séparer les deux. Je sais pas, il n'y a pas d'ophtalmo avec nous, mais c'est d'après ma petite expérience concernant le traitement des uvéites. Il y a une autre question, Rachid. Ne pas traiter tôt ne veut pas être traité du concept treat to target. Rachid. Ne pas traiter, ne pas Ne traiter veut pas être. tôt va à l'encontre de la fenêtre d'opportunité, pas de treat to target. C'est de early treatment, c'est plutôt le concept de traiter très tôt, parce que treat to target, c'est traiter avec cible. Donc, c'est deux concepts différents. Le T2T, là, c'était plutôt est-ce qu'il faut traiter tôt des spondyloarthrites non radiographiques? Ils disent que non. Mais ils n'ont pas cherché là, ça y est, l'étude TICOSPA. Je pense que Iman, quand elle aura la parole, elle va en parler. C'est l'étude TICOSPA qui a parlé du concept de treat to target dans la spondyloarthrite. Bon, je ne vais pas déflorer le sujet, c'est elle qui va en parler. Mais en gros, c'est assez moyen. Rachid, est-ce que tu ne penses pas si ces malades n'ont pas répondu à l'étanercept, c'était cette étude-là, est-ce que vraiment c'était des SPA? Oui, c'était des SPA retenus sur les critères ASAS, mais non radiographiques. Ils étaient retenus sur le HLA-B27 et les critères ASAS. Donc, c'était des authentiques SPA non radiographiques actives. Et tu sais que c'est des malades. En général, pour les mettre sous biologique, ben, il faut qu'ils aient une CRP ou une IRM, c'est-à-dire ils avaient des paramètres inflammatoires. Mais ils étaient non radiographiques et ça a évolué depuis très peu de temps. Et donc, ils ont démontré que chez ces patients, on en voit, c'est des patients qui sont qui ont des lombalgies inflammatoires, qui démarrent, etc. Donc, ils disent que, mais il ne faut pas oublier que c'est court, c'est pas une évaluation à 2 ans ou à 3 ans, c'est une évolution au bout de quelques semaines. Et puis, l'échantillon est très faible. Donc, ils disent que, bon, pour l'instant, on ne peut pas conclure. De toute façon, vu notre contexte, nous, on va opter dans ces cas-là pour des anti-inflammatoires, puisque c'est l'atteinte Exactement. axiale. On va pas, nous, quand même, on est un pays qui n'est pas très riche. D'accord? Exact. Donc, donc, il y a une autre question de Dr. Lzak. Résultat de nombre de poussées entre Salazou. Alors, sous biologique, c'était des patients qui faisaient peut-être 2 ou 3 grandes poussées sur les 10 ans. Et si mes souvenirs sont bons, sur toute la cohorte, il y avait quelque chose comme 80-90 poussées, vraies poussées comptabilisées de la SPA. C'est-à-dire, bon, je continue parce que Sadia a été déconnecté. Ihsan, spondyloarthrite à manifestation périphérique, point d'interrogation, rhumatisme pso, point d'interrogation, rhumatisme pso à manifestation axiale, point d'interrogation. Donc j'ajoute un autre point d'interrogation à ta question, Ihsan, parce que je n'ai pas saisi la question. Rhumatisme pso, point d'interrogation. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, non, Madame Kinsey, sur le travail, c'est une grosse étude de données en Espagne, c'est plusieurs milliers de malades. Et puis, les deux mots-clés, c'était antibiotiques et spondyloarthrite, et on n'a pas vraiment, sur la communication orale, un descriptif. C'était 4000 SPA et quelque chose comme 20 000 contrôles. Donc, on n'a pas accès dans la communication au profil ou aux données, aux caractéristiques des patients. Alors, Madame Rkayen, Ombrelle moins que ADA sur le plan groupe, mais lorsqu'il s'agit de cas particuliers,
faudrait voir et surveiller les effets du CQ. Donc, c'est quand on a juste une uvéite antérieure bien contrôlée. En fait, il y a une discussion qui tourne autour des uvéites. La question est quelle est la part prise par l'uvéite sur le tableau clinique? Quand c'est un patient qui, sur 5 ans, fait une seule uvéite et qui n'a pas de problème avec l'ophtalmo, quand c'est des uvéites récidivantes et réfractaires avec corticothérapie locale, voire générale, bon, on voit ces malades. C'est là où l'indication du biologique doit se poser en tenant compte de l'atteinte ophtalmo. Mais je pense qu'un malade qui a une SPA sévère, qui a fait une uvéite en 5 ou 10 ans, c'est pas sur ce caractère qu'on va choisir le biologique. Alors, Ihsan, y a-t-il une évolution? Ah oui, c'est pour les concepts ou juste une recherche d'indication thérapeutique. Bah, tu sais bien que tu as une petite guéguerre Assas, Grappa sur le rhumatisme pso et qu'on a le groupe ELAR qui fait les recos, le Grappa qui font les recos, l'Assas qui font les recos et chacun tire de son côté du point de vue nosologique pour dire que oui, le rhumatisme pso c'est une entité à part. Les spécialistes de la spondyloarthrite axiale disent ouais, c'est juste de la spondyloarthrite axiale avec du pso, mais il n'y a pas eu vraiment sur le congrès ELAR une présentation où il y a eu une révolution en termes de discussion de concept. Les vraies présentations, ça a été plutôt le treat to target, le risque cardiovasculaire, les grandes conférences, mais j'ai pas vu ça en termes d'évolution parce que d'évolution des concepts, parce que de toute façon, en gros, ce sont deux équipes qui s'opposent. Alors le nom, Euh, Rachid, oui, tu m'entends? oui. Tu veux que je continue ou là tu continues? Non, non, vas-y, Noël, parce que tu avais Voilà, la main. d'accord. Il y avait une question Mais de Docteur c'est-à-dire, Oud. peut-être Oui, qu'on va déborder. Est-ce que Iman a pu se connecter ou pas? pas encore, hein. Ah, d'accord. Ok, ben on va continuer. Donc, il y a une question. Le nombre accumulé de spondylarthrite peut être expliqué par les erreurs diagnostiques à l'IRM et que la TDM rectifiera vers des sacroiliaques dégénératifs. Alors, le souci de la TDM, c'est que il y a une tendance actuelle à dire il faut plus en prescrire beaucoup du fait du risque cancérigène. Et bon, nous, en pratique, on n'en prescrit pas beaucoup. Premièrement. Deuxièmement, installer de l'arthrose sur. Je ne suis pas le spécialiste de l'analyse des sacroiliacs. Je ne sais pas s'il y a avec nous Madame Amine et Madame Rostom dans le service qui font beaucoup ça. Euh, donc, la teinte, je ne sais pas si sur la sacro-iliaque, l'évolution structurale sur la TDM est discriminante. C'est-à-dire faire une TDM des sacroiliaques, on peut de manière formelle dire ouais, c'est en faveur d'une spondyloarthrite ou c'est de l'arthrose. Parce que de toute façon, chez des patients qui ont une spondyloarthrite, ils peuvent au bout d'un certain nombre d'années faire de l'arthrose sur les sacroiliaques. Mais Rachid, oui. oui, c'est Allez, allez, bon, continue. Imen à la part. Oui, oui, elle a pu se connecter. Tu as terminé, Rachid? Non, non, je continuais dans ce Ah, sens pour dire oui. que c'est une solution par défaut chez nous, l'imagerie des TDM des sacroiliaques. Ailleurs, ce n'est plus vraiment préconisé. C'est une bonne analyse de l'IRM et la tentative de l'équipe de Maximovic pour faire un score lésionnel, un score de l'évolution structurale des IRM. Ce sont des prémices, on y arrive, mais pas encore. Et en fait, la technique qui est de plus en plus discutée, c'est le low CT, le low scan CT, euh, et que on pourrait faire ça pour les sacroiliacs au lieu de la TDM qui reste très irradiante.
Pour ça, je peux ajouter, Rachid, que l'IRM a la place essentiellement pour discuter si on peut démarrer un traitement par un agent biologique. Il faut montrer qu'il y a de l'inflammation au niveau des sacroiliacs, alors que le scanner garde sa place essentielle pour le diagnostic. Quand il y a un doute de diagnostic de SPA, donc le sacroiliac, c'est l'examen idéal pour trancher entre arthrose et sacroïlite inflammatoire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont assisté hier à la conférence de Larido, professeur Larido. Elle a bien montré la place de sacroiliac et de la place, pardon, de scanner et de l'IRM dans la prise en charge des SPA. Et donc, scanner, c'est doute diagnostic. IRM, c'est pour évaluer l'activité de la maladie pour pouvoir démarrer un agent biologique. On est d'accord. Le seul souci, Sadia, c'est qu'il faut être à C'est la les Redo. radiations. Non, c'est Hein? qu'il faut être là, il faut être à la Redo. Parce D'accord, que Rachid. l'analyse de la Redo des sacroiliacs, que ce soit en IRM ou en scanner, n'est pas donnée aux communs des radiologues. Et c'est le problème. Oui, C'est-à-dire, si on a un Rachid, Laredo à côté, il n'y a pas de souci. On prescrit IRM, sacroiliac, et après, il peut nous dire. Rachid, il n'y a pas de radiologue entre nous, avec nous. Non, non, il n'y a pas de. Non, Rachid. bah écoute, de toute façon, même au sein des radiologues français, pas tous les radiologues font l'IRM des sacroiliacs. Il reste, c'est une niche quand même très, très spécifique. Très bien. Donc, je crois que c'est la. Attendez, il y a une question. Grosse difficulté à lire l'IRM. Donc, docteur Selwa Al-Gharissi te rejoint. Et il y a docteur Lzraq qui dit pour le diagnostic différentiel avec le dégénératif. Donc, j'ai juste des petits commentaires. Donc, je crois que c'est la dernière question. Donc, s'il n'y a pas d'autres, Rachid, je te remercie pour ta excellente Je présentation. t'en prie, merci beaucoup. Et Et sans tarder, je donne la parole à Dr El Bouchi pour la deuxième partie. À toi la parole, Iben. Allô? Allô? Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. On est vraiment désolé pour ce désagrément et ce retard. Donc, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir associé à ce webinaire où, comme vous avez vu, il y a des centaines, comme a dit le professeur Baheri, il y a des centaines de travaux qui étaient publiés lors de ce congrès. Alors, j'ai cueilli un bouquet de fleurs, un bouquet de travaux que j'ai estimé intéressant à partager avec vous. Et donc, sans trop tarder, je passe à la première étude. Alors, donc, cette étude que le professeur Baheri a présentée, l'outcome sous traitement biologique, où les auteurs ont comparé les manifestations axiales des patients qui sont atteints de spondylarthrite axiale et de rhumatisme psoriasique dans sa forme axiale. Donc, ils se sont posé la question, est-ce que ce sont des maladies similaires ou différentes? Parce qu'on commence parfois à penser, est-ce qu'on ne doit pas faire sortir le rhumatisme psoriasique de l'eau des spondylarthrites? Donc, les auteurs ont réalisé une cohorte prospective observationnelle qui a duré 17 ans, qui a porté sur les patients atteints de spondylarthrite axiale et qui initiait un biologique. Alors, si vous voyez sur ce tableau, donc les auteurs ont inclus 352 malades, dont 287 étaient des spondylarthrites axiales et le reste, ce sont des rhumatismes psoriasiques. Alors, il n'y avait pas de différence concernant l'âge de début de la maladie, l'âge de diagnostic de la maladie. Donc, est-ce que les diapos ne passent pas? Madame Arkaïm, est-ce que les diapos passent maintenant? Vous arrivez à les voir? Alors, donc, je disais que
dans ce travail, ils ont comparé deux groupes de spondylarthrite axiale et de rhumatisme psoriasique dans sa forme axiale et ils ont essayé de voir est-ce qu'il n'y a pas de différence. Alors, ce qui est en vert, c'est qui est beaucoup plus retrouvé dans les spondylarthrites axiales. Et vous voyez qu'on a beaucoup plus d'HLA B27 dans la spondylarthrite axiale, beaucoup plus d'uvéite, beaucoup plus d'amélioration et de bonne donc appréciation par le physicien donc sur l'état global, et puis beaucoup plus de sacrolytes. Par contre, dans le rhumatisme psoriasique, les auteurs ont trouvé beaucoup plus d'atteintes périphériques et d'associations ou de traitements concomitants associés à la biothérapie, et notamment le méthotrexate et la corticothérapie qui sort beaucoup plus chez les malades atteints de rhumatisme psoriasique dans sa forme axiale. Et donc, les auteurs concluent dans ce travail que ces différences de présentation clinique entre les deux maladies peuvent contribuer à des variations dans la prise en charge thérapeutique, telle qu'une utilisation accrue de DMARD classique chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique dans sa forme axiale et qui commence une thérapie par biologique. Alors, dans ce travail, les auteurs ont essayé de voir la progression radiographique au niveau du rachis, c'est chez les malades atteints de spondylarthrite axiale, et surtout, ils ont vu l'impact de la présence de sacrolytes, c'est-à-dire quand on classe le patient en spondyloarthrite radiographique ou non radiographique. Donc, l'objectif, c'était de comparer la progression radiographique dans la spondyloarthrite axiale non radiographique versus la radiographique, et puis étudier si la sacrolyte prédispose à la progression structurale au niveau du rachis. Donc, ils ont inclus les patients qui répondent à la SAS, aux critères ASAS, et donc c'est une cohorte suisse prospective, donc qui a pris les patients atteints de spondylarthrite selon les critères ASAS, qui ont deux radiographies réalisées à 2 ans d'intervalle pour pouvoir comparer la progression radiographique, et qui avaient comme critère d'exclusion ne pas avoir une colombe bambou à l'inclusion. Donc, la progression était définie par donc, une progression de 2 points AMSAS au bout de 2 ans. Alors, là, la comparaison à baseline entre les deux groupes donc, de spondyloarthrite axiale non radiographique et la spondyloarthrite axiale radiographique, c'est que dans la forme radiographique, on a beaucoup plus d'hommes. On a une durée d'évolution plus longue et puis on a un recours aux anti-TNF plus important chez cette population. Quand ils ont fait l'évaluation, donc on voit que la progression radiographique donc, du score AMSAS était beaucoup plus importante dans le groupe avec une sacrolyte radiographique par rapport au groupe qui ne l'avait pas, donc avec une moyenne de 0,16 versus 0,92. Quand ils font une analyse multivariée pour voir les différents facteurs confondants qui peuvent expliquer cette évolution, donc ce qui sort, ce qui est significatif, c'est le fait de classer le malade en spondylarthrite axiale radiographique, ce qui entraîne la progression. Par contre, le fait d'avoir à baseline donc un score AMSAS n'intervient pas. Et donc, il conclut que l'atteinte structurale des sacroiliaques prédispose à la progression structurale rachidienne et que cela peut-être augmentera la pertinence pronostique de distinguer entre les formes radiographiques et non radiographiques. Alors, dans ce travail, donc vous avez touché un petit mot sur l'étude TICOSPA, c'est l'étude qui était donc recommandée de faire un tight control, un contrôle serré des patients. C'est vrai que ça fait partie des recommandations, mais les auteurs se posent la question de la pertinence de bénéfice de cette stratégie. Et pour cela, ils ont réalisé un essai ouvert, contrôlé, randomisé, qui a comporté 2 bras. Donc, vous avez le bras de l'évaluation ou le suivi de routine, où les malades vont être suivis tous les 3 mois, et le rhumatologue, il a le choix d'adapter sa thérapeutique donc, en fonction de ce qu'il pense. Et puis, le bras T2T, où les patients vont être suivis et revus toutes les 4 semaines,
avec une stratégie d'intensification qui est donnée par un logiciel quand le malade n'a pas atteint l'objectif d'un ASDAS inférieur à 2,1. Et donc, dans cette étude, ils ont pris les spondylarthrites axiales, actives, naïves de biothérapie. C'était aux alentours de 160 patients avec 51% hommes. La sacrolite radiographique était retrouvée dans 4,9%, à l'IRM dans 82% à peu près, et 75% des malades avaient un HLA-B27 positif, et bien sûr, les patients étaient actifs. Donc, ce qu'ils ont essayé de voir, ils ont voir le résultat primaire principal, c'est l'évaluation ou l'évolution, l'amélioration de 30% de la SAS Health Index. Alors, le Health Index, c'est un outil qui permet de voir ou de donner une évaluation globale du patient, que ce soit l'activité de la maladie, mais aussi la douleur, la qualité de vie, la dépression. Donc, c'est une évaluation globale. Et puis, il y avait des résultats secondaires qui étaient évalués, à savoir donc en rapport avec l'activité de la maladie, en rapport avec la fonction, en rapport avec le traitement, en rapport avec l'activité professionnelle, et puis en fonction des effets secondaires. Et puis, ils ont fait une analyse économique. L'analyse structurale n'a pas été faite, étant donné que ça demandera beaucoup de temps pour pouvoir voir les différences ou la progression structurelle. Alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le critère principal, qui est l'amélioration de 30% de la SAS Health Index, n'est pas significatif. Nous avons une valeur numérique qui est supérieure dans le petit outil, mais ce n'est pas significatif, quel que soit l'ajustement. Et puis, dans l'atteinte de la low disease activité en se référant à la SDAS, donc c'est un peu rapide par rapport au petit outil, mais on arrive à la fin d'avoir une low disease activité, même avec le suivi conventionnel. Par contre, ce qu'on remarque dans ce schéma, c'est qu'on a beaucoup plus de recours au biologique par rapport au suivi conventionnel. Donc, pratiquement, on a le double de patients qui vont recourir au biologique. Non plus donc l'activité au travail et même les effets secondaires qui étaient beaucoup plus importants dans le groupe petit outil par rapport au groupe suivi conventionnel. Par contre, ce qu'ils ont trouvé ici, c'est qu'il y a une amélioration économique donc, par rapport à la stratégie petit outil. Donc, finalement, on a l'impression que la stratégie conventionnelle fait aussi bien qu'une stratégie excusez-moi, est-ce que vous ne m'entendez pas?
Allô? Oui, Rachid. Ah, yalla, pardon. Allô? Ça marche maintenant? Alors, très bien. Donc, j'étais dans ce travail qui a essayé de voir l'intérêt d'ajouter la communication par les traitements de fond classiques chez un patient qui est suivi pour une spondylarthrite axiale et traité par anti-TNF. Donc, les auteurs ont essayé de voir est-ce que ça va augmenter le maintien thérapeutique. Donc, c'était fait à travers d'un registre européen, ROSPA, qui a inclus 13 patients sur une période allant de 2006 à 2017. Et l'objectif, c'était de décrire la proportion et le phénotype des patients avec une spondylarthrite axiale qui initient leur premier anti-TNF en monothérapie versus une combothérapie et comparer le maintien thérapeutique de TNF-alpha, de l'anti-TNF-alpha dans les deux groupes. Alors, les deux groupes étaient comparables, donc le groupe monothérapie et le groupe combothérapie. On a les 2 tiers des patients étaient dans le groupe mono contre le tiers dans le groupe combothérapie. Ce qu'on trouve un petit peu différent, c'est la durée d'évolution qui était un petit peu longue dans le groupe combothérapie, quelques articulations gonflées et surtout une CRP qui était plus élevée dans le groupe combinaison. Alors, ce qu'ils ont trouvé, les auteurs, c'est que à la fin de 12 mois, on trouve que le maintien thérapeutique, il est beaucoup plus important dans le groupe combothérapie par rapport au groupe monothérapie, mais probablement cliniquement, n'était pas pertinent. Et donc, ils concluent que la monothérapie par anti-TNF-alpha augmente le risque de 12 à 13% de risque d'arrêt de traitement. Alors, le travail suivant, on est toujours dans la thérapeutique. Alors, dans ce travail, les auteurs, ils ont essayé de voir si nous avons un patient sous anti-TNF, on l'arrête, à quel moment elle va déclencher une poussée, et puis quand on le retraite, est-ce qu'on va récupérer et à quelle proportion on va récupérer des patients. Donc, c'est un essai ouvert multicentrique en 3 périodes. Alors, la première période, ce sont des patients qui vont recevoir l'étanercept, ce sont des spondylarthrites axiales non radiographiques en poussée. Et puis, ils vont recevoir l'étanercept à 24 semaines. Donc, les patients qui vont rentrer en rémission vont arrêter l'étanercept et rentrer dans la deuxième phase. Et dans cette deuxième phase, ils vont avoir que des anti-inflammatoires, pas d'étanercept. Et pour les personnes qui vont déclencher une poussée au cours de cette période de suivi de 40 semaines, et cette rechute va être définie par un ASDAS supérieur à 2,1, ces patients vont être basculés dans la phase 3 où on va retraiter par anti-TNF. On va reprendre l'étanercept. Alors, dans la phase 1, on voit que une fois on a commencé l'anti-TNF, donc on voit une baisse de l'activité de la maladie qui est très significative. Alors, 59% des patients ont atteint l'objectif d'un DAS inférieur à 1,3 et 119 sur 122 vont passer dans la deuxième phase qui est l'arrêt de l'étanercept. Alors, quand on a arrêté l'étanercept, on voit la poussée reprendre, donc la poussée de la maladie qui reprenne. Et là, 74 ou 75% des patients ont fait une poussée pendant les 4 semaines de suivi avec un délai médian de 16 semaines. Et si on voit ce schéma qui regroupe les 3 phases, donc une fois on commence l'étanercept, donc on gagne, on a à peu près, comme l'a dit, 60%, 59% qui vont être en rémission. Dans la deuxième période, donc avec l'arrêt de l'étanercept, une perte de cette rémission, donc une reprise de l'activité de la maladie, mais on remarque quand même qu'un quart des patients restent en rémission malgré l'arrêt de l'anti-TNF. Alors, quand on reprend l'anti-TNF, 62% reprennent leur rémission à 12 semaines de traitement ou de retraitement. Donc, les auteurs concluent que
Un arrêt temporaire de l'état NER7 peut être une option pour certains patients qui sont stables, qui ont une maladie inactive et stable, dans la spondylarthrite, la spondylarthrite non radiographique. Alors, pour le travail suivant, c'était la fertilité, la grossesse et leur devenir chez les femmes spondyloarthritiques. Donc, c'était une étude revue systématique de la littérature. Donc, ça inclut 21 articles qui ont permis de pouler les données de 3306 patientes atteintes de spondylarthrite ankylosante. Donc, il y avait à peu près 2578 SPA axiales et 728 rhumatismes psoriasiques, avec un total de 4104 grossesses. Et ces malades étaient comparés à 42 000 de son contrôle. Alors, concernant l'activité de la maladie, nous avons, enfin, les auteurs ont trouvé qu'il y a une tendance pour une amélioration de l'activité de la maladie, ou au moins une stabilité pendant la grossesse, avec un risque de rechute en postpartum. Alors, la fertilité, les données étaient insuffisantes pour se prononcer sur ce point. Et concernant les complications gestationnelles, le risque de prématurité était multiplié par 1,6 dans les deux rhumatismes. La césarienne était augmentée ou multipliée de 1,7 dans les deux rhumatismes. Le risque de prééclampsie de 1,6 que dans la spondylarthrite axiale et le retard de croissance in utero multiplié par 2 dans la spondylarthrite axiale. Alors, les auteurs concluent quand même qu'ils ont au moins une première des données qui peuvent améliorer l'information des patientes, inciter une prise en charge multidisciplinaire et programmer des grossesses. Alors, dans ce travail, les auteurs se posent la question, est-ce qu'il y a un surrisque de maladies cancéreuses dans la spondylarthrite ankylosante? C'est une étude observationnelle rétrospective qui a fait appel à une base de données américaine qui contient à peu près 60 millions de patients. C'est une étude qui était étalée entre 2009 et 2019. Il y avait deux groupes. Le groupe spondylarthrite ankylosante, c'était un diagnostic fait par le rhumatologue, donc c'est recueilli sur ces données, cette base de données. Alors, il y avait 14 310 spondylarthrites et 24 542 000 témoins. Alors, pour les témoins, c'était des adultes âgés de plus de 18 ans. Et comme critère d'exclusion, ce sont des patients qui n'ont ni anticorps antinucléaires positifs, pas de polyarthrite rhumatoïde, pas de lupus, pas de vascularite. Et puis, les malades qui avaient un cancer avant l'inclusion étaient exclus, que ce soit dans le groupe spondylarthrite ankylosante que dans le groupe témoin. Alors, dans les résultats, seulement 9% des spondylarthrites ankylosantes avaient un diagnostic de cancer, en comparaison avec 11% chez les témoins. Et le risque de développement de cancer était plus bas dans la spondylarthrite ankylosante par rapport aux témoins, avec un odds ratio de 0,5. C'était une différence qui est significative. Alors, sur ce tableau, quand on voit les critères quand on analyse les aspects des patients dans le groupe spondylarthrite avec cancer par rapport au groupe contrôle, on voit que c'est beaucoup plus dans le groupe donc spondylarthrite, des malades caucasiens, de sexe masculin, des fumeurs, des personnes, enfin des malades qui avaient un syndrome inflammatoire important et des gens qui utilisaient, enfin des malades qui utilisaient des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et quand on compare au sein des spondylarthrites ankylosantes ceux qui ont fait le cancer par rapport à ceux qui ne le font pas, alors ce qui sort significativement corrélé à la survenue du cancer, c'est le sexe masculin, la race blanche, donc un antécédent de maladies inflammatoires chroniques ou la présence de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le tabagisme, le syndrome inflammatoire, le statut HLA-B27 positif, ainsi que l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, dans cette étude, il essaie de voir l'obésité, qui est un facteur de mauvaise évolution, mauvaise réponse au traitement biologique. Alors, c'est une cohorte qui inclut 113 SPA pour lesquels on avait les MC qui étaient disponibles et qui étaient sous biologique. Alors, dans cette cohorte, 33% des malades étaient en surpoids, 12
étaient en obésité. Et donc, on avait vu, on a donc comparé les malades à 3 mois, à 9 mois, à 6 mois et 12 mois. On calculait le BASDA et l'ASDAS chez ces patients. Et on voit que la baisse de l'activité est faible dans le groupe en surpoids et dans le groupe obésité par rapport au groupe de poids normal. Après ajustement, l'obésité est associée à une activité de la maladie élevée, un retentissement fonctionnel et un index de santé globale qui est altéré. Et donc, les auteurs concluent que la gestion de l'obésité doit être un élément central des stratégies de prévention et de traitement chez les patients atteints de spondylarthrite. Alors, j'arrive pour ma part de flash, travaux en flash. Alors, dans ce travail, c'est un poster qui a évalué l'effet du golimumab sur la productivité au travail chez les personnes qui sont atteintes de spondyloarthrite axiale non radiographique et de rhumatisme psoriasique. Donc, ils ont utilisé un questionnaire, c'est Improvement in Work Productivity and Activity Impairment. Alors, ce qui sort, c'est que le traitement par golimumab a entraîné une amélioration significative de la productivité au travail. Donc, ça a diminué l'absentéisme, ça a augmenté la présentéisme et la perte d'emploi chez ces patients. Alors, deuxième étude, c'est le risque élevé d'incidence de fractures chez les personnes, enfin chez les malades atteints de spondylarthrite ankylosante par rapport à la population générale. Donc, c'est un groupe de spondylarthrite ankylosante par rapport à un contrôle. Il y avait 10 000 patients atteints de SPA contre 51 000 contrôles. Il y avait une prédominance masculine. Donc, il y avait une prescription de corticoïdes chez 18%, anti-TNF chez 14% des patients. Et quand on voit l'incidence ou le risque d'incidence de fracture, donc toute fracture confondue, ce qui est en rouge, c'est les malades atteints de spondylarthrite ankylosante. Ce qui est en bleu, pardon, ce sont les malades atteints de spondylarthrite ankylosante. Et en rouge, c'est la population générale. Donc, l'incidence est plus importante par rapport à la population générale, mais aussi, donc, ils ont vu la fracture vertébrale qui était plus fréquente chez les malades atteints de spondylarthrite ankylosante et beaucoup plus chez l'homme par rapport à la femme, mais aussi les autres facteurs majeurs, ils sont aussi élevés dans ce groupe. Et ce qui sort un peu plus important par rapport à la femme, c'est la fracture de l'extrémité supérieure des fémurs. Donc, les auteurs concluent qu'il y a un risque plus élevé de fracture vertébrale et d'autres fractures ostéoporotiques majeures par rapport à la population générale chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante. Alors, dans ce travail, les auteurs ont essayé de voir la prévalence de la fibromyalgie. On sait très bien que la fibromyalgie varie selon les études entre 12 et 28%. Et puis, cela diffère aussi en fonction de critères utilisés et les auteurs se posent la question, est-ce que ces critères utilisés dans la population générale sont applicables dans la spondylarthrite ankylosante? Donc, en effet, ils ont utilisé 4 outils. Il y a le AAPT fibromyalgie, le score de fibromyalgie 2016, l'ACR modifié de 2010 et l'ACR de 1990. En fait, ils ont essayé de comparer par rapport au premier critère qui est l'ACR 1990. Alors, ce qu'ils ont trouvé, avec le premier score, c'est 41% des femmes, des malades plutôt, ont une fibromyalgie. 32 personnes avec le score 2006 ont une fibromyalgie, 38 pour la CR 2010 et 23 pour la CR 90. Alors, comment ils concluent? Ils disent que la valeur diagnostique élevée des différents critères, donc les différents critères, ils ont une valeur prédictive qui est élevée, mais le critère ACR 2010 reste le plus sensible, le plus spécifique, avec une sensibilité de 96% et une spécificité de 79%. Alors ici, les auteurs se posent la question, quand on a un malade sous biothérapie, enfin sous anti-TNF-alpha, et qu'il est stable, est-ce qu'il est judicieux de continuer les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou pas? Il faut les arrêter. Alors les deux groupes, ils ont deux groupes.
Donc, un groupe où on a arrêté les anti-TNF, on a arrêté les INS et un groupe où on a continué les INS. Les deux groupes étaient comparables sur toutes les caractéristiques de la maladie, du traitement et démographique. Et puis, quand on compare, on a comparé l'AVS, la CRP tous les 3 mois et le BASD tous les 6 mois. Alors, il n'y a aucune différence. Donc, le P il n'est pas significatif dans toutes les comparaisons. Et donc, les auteurs concluent, la poursuite des ANS chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante stable sous anti-TNF ne procure pas de bénéfices supplémentaires et donc leur arrêt est préférable compte tenu de leur toxicité. Alors, je termine par ce travail qui a essayé de voir l'effet du sport et plus précisément des pilates sur le travail musculaire respiratoire chez les personnes qui sont atteintes de spondylarthrite ankylosante. Donc, il y a un groupe qui a fait pilates, un groupe qui a fait un sport ou exercice physique conventionnel, et cela pendant 8 semaines. Ils ont comparé au début de l'étude et à la fin de l'étude. Ils ont vu la spirométrie, donc la force musculaire par le maximum d'un score de maximum expiratoire et inspiratoire. Ils ont vu le BASD, le BASMI et la qualité de vie. Alors, ce qui ressort, c'est que le Pilate, enfin l'exercice Pilate, était bénéfique pour le travail musculaire, était bénéfique pour le BASD et pour donc le BASMI, mais aussi pour la qualité de vie. Et donc, ça sera une option non thérapeutique, non médicamenteuse, je veux dire, à probablement proposer à nos patients atteints de spondylarthrite ankylosante. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci Iman pour cette excellente présentation. Donc, il y a quelques questions. Et donc, la première question, c'est le professeur McKinsey qui demande quels critères pour arrêter l'étanercept à 24 semaines. Une fois ils ont atteint la rémission avec un ASDAS inférieur à 2,1 CRP, ce sont des malades qui sont passés vers la deuxième phase de l'étude. Mais je pense que c'est une stratégie thérapeutique que nous, on ne peut pas suivre, c'est-à-dire à 6 mois, on arrête un agent biologique. Eux, ils ont la possibilité de facilement reprendre le traitement, chose qui n'est pas adaptée à notre contexte. Et je pense aussi, une chose très importante, c'est qu'ils perdent quand même 40% des malades. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont redémarré le traitement, ils ont récupéré 60% des malades qui ont répondu. Ils ont quand même perdu 40. Et donc, est-ce que vraiment ça mérite d'arrêter un agent biologique après la première émission? Alors, ils ont dit que c'est une option, qu'on peut la faire dans certaines situations. Par exemple, maintenant, on avait le Covid, donc on pouvait, s'il y avait le risque qui était très important, donc on pouvait arrêter, mais quand même, on a 16 semaines devant nous pour que le malade, de façon moyenne, que le malade fasse la rechute. Donc, c'est une option à garder pour certaines personnes, pour des conditions particulières, mais ce n'est pas une recommandation à généraliser, bien sûr. Oui, je te rejoins, c'est vrai, on a 16 semaines de rémission, donc s'il y a un contexte particulier, on a le droit d'arrêter, mais je pense que c'est pas une stratégie aussi à suivre dans notre contexte. Il y a une autre question de Dr Lzraq. Dans la comparaison SPA et cancer, avec cancer, les patients ne recevaient pas de biothérapie? Dans la comparaison SPA avec cancer, est-ce que les patients ne recevaient pas de biothérapie? Il y a une certaine personne qui recevait la biothérapie, mais ça ne sortait pas comme facteur favorisant. Donc là, les auteurs, on peut insister aussi, quand on parle de ce risque de cancer, c'est que ça doit attirer notre attention. C'est vrai que ce n'est pas fréquent par rapport aux autres maladies inflammatoires, mais ça doit attirer notre attention dans la recherche de la comorbidité, d'intégrer la recherche de cancer dans notre stratégie thérapeutique. Par exemple, la détection des cancers, et ça a été présenté dans l'étude COMOSPA qui a parlé de comorbidité SPA et cancer, et comorbidité, pardon. Alors, dans le cancer, il faut que ça sorte dans notre stratégie, notamment chercher le cancer du col de l'utérus, chercher le cancer du sein, chercher le cancer du côlon,
Le cancer cutané, donc une fois une consultation chez les dermatologues, au moins une fois par an chez les patients, surtout quand ils sont sous biothérapie. Donc, il faut quand même penser intégrer la recherche de maladies cancéreuses dans notre. C'est vrai que ça reste un peu faible et rassurant, mais quand même, il faut le chercher. Toujours dans le même sens, il y a une question de professeur Mkessi. Elle a dit que 9,0% de cancer, c'est conséquent. Et donc, doit-on le considérer comme bas? Bon, selon l'étude que j'ai présentée, ils étaient rassurés, mais comme je viens de dire, donc notre stratégie doit toujours comporter parce que quand même le risque dans la littérature, il est écrit, hein, le risque de lymphome, il y a le risque de myélome, il y a le risque de gammapathie monoclonale et d'autres cancers solides. Donc, dans la stratégie thérapeutique de notre prise en charge de nos patients, une recherche de comorbidités cancéreuses à côté des comorbidités cardiovasculaires, infectieuses et osseuses, et doit être intégrée, notamment la réalisation de mammographie, comme je dis, chez les femmes au-delà de 50 ans, même la recherche du cancer du côlon par la recherche d'hémocultes, tous les 2 ans, s'il me semble, et tous les 5 ans, on a fait une colonoscopie normale. Voilà, donc il faut les chercher hein, dans notre pratique quotidienne, il faut chercher les cancers comme comorbidité. D'accord, il y a une autre question de Dr Debbar. S'il vous plaît, quelle durée des exercices pilates et quelle fréquence? Malheureusement, ils n'ont pas précisé sur l'étude. Hein. J'étais vraiment intéressée à le savoir parce que c'est simple, c'est facile et on peut facilement le proposer à nos patients. Mais ils ont parlé, c'était un poster, donc ils ont dit qu'ils ont mis les malades sous pilates pendant 8 semaines. Mais franchement, malheureusement, ils n'ont pas décrit le protocole exact, la durée de la séance, le nombre de séances par semaine. Malheureusement, ça n'a pas sorti sur le travail. Il y a une question de Manès. A-t-on des précisions concernant le type de démarche classique dans l'étude comparant un anti-TNF versus un anti-TNF vers plus démarche? Non, ils ont parlé de façon générale. Ils ont parlé de façon générale par rapport au DIMARD classique. Très bien. Sinon, tu as des remerciements de la part de nos confrères? Merci à Il n'y a vous. pas, Merci pour votre patience. il y a pas d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour notre ami Rachid, à laquelle on n'a pas répondu. Bon, non, je vois que des remerciements. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On est désolé pour les problèmes techniques. On vous a tenu jusqu'à presque maintenant, il est 21 heures, donc on est désolé. Sinon, je remercie vivement mes amis Rachid et Iman pour la qualité de leur conférence et j'espère que tout le monde a profité. Et il ne me reste qu'à vous dire au revoir et au prochain webinaire. Et merci.